Poutine pensait pouvoir restaurer son empire en détruisant l'Ukraine. Au lieu de cela, il a plongé la Russie dans la ruine. Son économie est sous perfusion, son armée se désagrège et ses hommes désertent le combat. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous montrons à quel point la situation de Poutine est foireuse. Nous examinons le chaos qu'il a laissé derrière lui, des soldats qui sapent leur propre mission à son empire qui s'effondre. Les rapports sur le déclin du moral en Russie ne sont pas nouveaux, mais ce qui se passe en ce moment est d'un tout autre niveau. Vous ne devriez donc pas manquer de voir à quel point cette catastrophe est vraiment profonde. La stratégie de Poutine pour gagner cette guerre qui ressemble à un hachoir à viande consiste à bombarder les positions ukrainiennes avec des milliers de soldats russes jusqu'à ce qu'ils finissent par les écraser. Si l'on en croit les forces armées ukrainiennes, la Russie a perdu des milliers de soldats, 643 750, alors qu'elle gagne progressivement du terrain dans la région du Donbass en Ukraine. Cette stratégie a donné au mieux des résultats mitigés. Depuis 2023 au plus tard, le moral est un problème majeur en raison de la tactique du hachoir à viande. Sergueï Gouliaev, un ancien lieutenant-colonel de l'armée soviétique qui aurait des liens avec d'importants fonctionnaires russes en Ukraine, a fait des remarques rapportées par le Defense Post en août de la même année. Gouliaev a décrit un conflit sanglant dans lequel les soldats russes sont laissés dans les tranchées pendant des mois, mal préparés. Au service d'un chef qui n'est pas prêt à les aider, ils regardent leurs camarades mourir, sachant que leur propre mort ne tardera probablement pas. Gouliaev affirme que l'armée déteste Poutine et que de nombreux soldats russes qui se battent sur le front sont obligés d'utiliser leur propre argent pour acheter des protections corporelles et d'autres fournitures. Gouliaev a souligné que de nombreux soldats russes se voient refuser des permissions parce que le pays n'a pas non plus de réserve. Nous aborderons bientôt la question du personnel. Selon l'ancien colonel soviétique, beaucoup sont contraints de passer des mois dans des tranchées sans avoir accès à des véhicules qui pourraient les en sortir, mais cela suppose que les permissions soient un jour possibles. Selon lui, il y a eu des cas où les autorités sur le front l'ont poussé à acheter des jeeps militaires, car les forces armées russes ne disposent même pas d'ambulances militaires pour évacuer les soldats blessés. Gouliaev affirme que le ressentiment résultant de ce faible moral a poussé les soldats russes à saboter leur propre mission et que tout cela a un effet très démoralisant. En 2024, les problèmes de morale n'avaient fait qu'empirer, ce qui a poussé des milliers de soldats russes à quitter leur poste. La dernière de ces désertions s'est produite en juin 2024, mais il y en a eu beaucoup d'autres. La Russie perd jusqu'à 1200 hommes par jour en raison du conflit dans la région ukrainienne du Donbass, alors que le moral des troupes de première ligne est en chute libre. Plus le nombre de morts augmente, plus les désertions se multiplient. Des déficits de morale similaires ont été observés lors de l'attaque de Koursk par l'Ukraine. Selon un rapport du Guardian de septembre 2024, des documents saisis montrent que la Russie avait prévu une incursion à Koursk des mois avant l'incursion réelle. Poutine a-t-il utilisé ces informations pour renforcer les défenses de Koursk? Bien sûr que non, il était trop occupé par le hachoir à viande du Donbass. En conséquence, des centaines de soldats russes stationnés à Koursk se sont rendus sans opposer de résistance. Au cours des 3 premières semaines de l'invasion, l'Ukraine a affirmé avoir fait 594 prisonniers de guerre. Poutine poursuit une tactique non durable en se contentant d'engager des troupes contre l'Ukraine dans le but de vaincre par la force pure. Mais ce faisant, il n'équipe pas ses soldats de manière adéquate et les soumet à des conditions précaires, ce qui entraîne une désertion généralisée et une détérioration rapide du moral. Ce n'est pas la meilleure situation pour les officiers russes qui tentent de planifier des actions. Concentrons-nous sur cet équipement. Outre le fait que les soldats n'ont pas accès à des équipements de base comme les protections corporelles, l'armée russe a un problème bien plus grave avec l'équipement militaire plus lourd qu'elle utilise pour mener la guerre. La Russie dispose de plus de chars et d'artillerie que l'Ukraine, ce qui a été crucial pour la stratégie de Poutine et un facteur essentiel de son triomphe. Ou peut-être que cela devrait être écrit à la place de avoir. Ce n'est un secret pour personne que la Russie a mis la pression sur les défenses de l'Ukraine avec des chars et de l'artillerie datant de l'époque soviétique. Les chars T-80, qui ont constitué l'essentiel des offensives blindées, ont certes été modernisés dans les années qui ont suivi, mais ils ont été construits à l'origine en 1976. En outre, la Russie a utilisé plusieurs chars datant de la Seconde Guerre mondiale contre l'Ukraine, même si cela révélait l'insuffisance de l'équipement moderne de l'armée russe, c'était acceptable dans la mesure où Poutine disposait d'un stock important de cet équipement obsolète. Or, ce stock s'épuise rapidement. L'affirmation audacieuse selon laquelle la Russie dispose d'un stock d'armes d'1 an avant d'être contrainte à l'abandon a été formulée par l'expert militaire David Axe dans un article publié en avril 2024 pour Forbes. Malgré les énormes avantages militaires de la Russie, Axe constate que les tactiques supérieures de l'Ukraine ont infligé bien plus de pertes à la Russie qu'à l'Ukraine. Elle a notamment perdu 15 300 chars, véhicules de combat blindés et obusiers,
L'Ukraine en a perdu 3 fois plus, ces pertes ne sont pas supportables. La Russie ne produit que 500 à 600 nouveaux chars par an, avec à peine plus de 1000 véhicules de combat en même temps. Bien qu'elle dispose d'un complexe industriel de défense florissant, la production ne peut pas suivre le rythme des pertes, la Russie perdant chaque année près de 2000 véhicules et bien plus de 1000 chars. C'est la raison pour laquelle la Russie est si dépendante de ses stocks de l'époque soviétique. Le problème de Poutine est que ses réserves sont limitées. Il ne peut sortir de la naphtaline qu'une quantité limitée d'équipements obsolètes. Et ces réserves pourraient s'épuiser définitivement à partir de juillet 2024. La Pravda affirme que la Russie a tenté de dissimuler la faiblesse de ses stocks en se vantant de nouvelles livraisons. Parmi ces affirmations figurent des déclarations du ministre de la Défense, Sergei Shoigu, sur l'acquisition de 1530 chars en 2023. 85% de ces chars étaient d'anciens modèles de T-72, T-62 et T-55, ce que Shoigu n'a toutefois pas mentionné. Bien que ces chars aient été légèrement modifiés, ils sont rapidement détruits et la Russie ne dispose plus de beaucoup d'exemplaires opérationnels. Selon la Pravda, l'artillerie constitue un autre problème. En raison de ses relations avec la Corée du Nord, la Russie a 3 millions d'obus en stock. Mais si le canon qui les tire est obsolète, 3 millions d'obus ne sont pas très utiles. C'est exactement ce qui se passe actuellement. La Russie remplace des pièces d'artillerie déjà obsolètes de ses systèmes de l'époque soviétique par des armes plus modernes. Avec seulement 7000 pièces restantes, elle l'a déjà fait 4800 fois. La situation de Poutine est aggravée par le fait que ces pièces anciennes vieillissent plus rapidement que les pièces flambant neuves en raison de l'usure et des mauvaises conditions de stockage. Les chars et l'artillerie de la Russie approchent d'un stade critique d'épuisement. Selon la Pravda et Forbes, cette étape sera atteinte quelque part dans la seconde moitié de 2025. Ces goulets d'étranglement qui se rapprochent rapidement sont la principale cause de la dépendance croissante de la Russie à l'égard des équipements étrangers pour maintenir sa guerre contre l'Ukraine. Selon l'Institute for the Study of War, ISW, la Russie a maintenu en activité le hachoir à viande construit par Poutine en utilisant ses stocks de l'époque soviétique. L'ISW affirme que même si l'industrie de défense du pays sera bientôt davantage mobilisée, cela ne suffira pas à compenser les pertes déjà subies. Par conséquent, la stratégie de la Russie sera bientôt caractérisée par une plus grande dépendance vis-à-vis des alliés à l'étranger. Selon l'ISW, la dynamique du conflit est directement et rapidement influencée par le transfert de munitions d'artillerie nord-coréenne en Russie, chaque livraison déclenchant de nouvelles attaques sur les positions ukrainiennes. L'Institut affirme que la Corée du Nord a expédié 4,8 millions d'obus d'artillerie en Russie jusqu'en juin 2024, ce qui illustre l'ampleur de la baisse de la capacité de production russe suite à une série de problèmes dont la pénurie de main-d'œuvre et les sanctions occidentales. La Russie tente également d'établir des relations comparables avec la Chine et l'Iran afin d'utiliser ces pays comme fournisseurs pour son appareil militaire. En surface, cela peut sembler correct, mais considérez l'impact sur l'armée russe. La Russie est loin d'être le pays qui était autrefois l'un des plus grands exportateurs d'armes au monde, puisqu'elle est désormais contrainte de s'approvisionner en armes auprès d'autres nations. Depuis le début du conflit en Ukraine, les exportations d'armes de la Russie ont considérablement diminué, faisant de l'une des industries autrefois florissantes du pays, qui contribuait de manière significative à l'économie, un secteur que l'on peut qualifier avec bienveillance de sinistré. En mai 2024, le magazine Defense News a fait une mise au point à ce sujet. Selon ce rapport, les ventes d'armement russes à d'autres nations entre 2019 et 2023 sont inférieures de 53% à celles réalisées entre 2014 et 2018, même sur la période 2019-2023. Les sanctions et le désintérêt général des pays qui ne veulent pas soutenir la campagne militaire spéciale de Poutine ont gravement nui au secteur de l'armement russe. En 2019, les exportations d'armement de la Russie ont été achetées par 31 nations. Ce nombre a chuté à seulement 12 en 2023. De plus, les ventes à des pays comme la Chine, l'Égypte et l'Inde ont diminué. L'Égypte et l'Inde ont réduit leurs dépenses en matériel militaire russe de 54% et 34% respectivement depuis 2014. Tout cela indique que l'armée russe est moins capable de vendre les armes qu'elle produit à d'autres pays et n'est pas en mesure d'en produire suffisamment pour s'approvisionner elle-même. Toutes les nouvelles armes sont utilisées dans le conflit en Ukraine, ce qui érode fortement un secteur économique qui contribuait considérablement au PIB russe avant la guerre. Cela nous amène à un autre facteur qui contribue à la menace d'effondrement de l'armée russe. Il y a une grave pénurie de personnel. Nous avons déjà évoqué la manière dont la désertion et le faible moral ont contribué au déclin.
La confiance de Poutine dans la mobilisation et le fait de donner aux soldats du pays des instructions pour partir en guerre, que certains Russes qualifient d'illégales, ne résoudrait aucun de ces problèmes. Poutine a déjà émis un ordre de mobilisation recrutant ainsi des milliers de Russes pour une guerre à laquelle beaucoup d'entre eux ne sont pas intéressés. Il a tout fait pour éviter une deuxième mobilisation à l'approche des élections présidentielles russes de 2024 et a plutôt tenté d'acheter du sang, selon Pavel Lutzin, analyste militaire à l'université Tufts. Dara Massikot du Carnegie Endowment for International Peace est d'accord avec cette approche et fait valoir que le Kremlin recruterait du personnel supplémentaire avant de lancer une nouvelle campagne de mobilisation. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une nation qui a déjà perdu plus de 640 000 soldats en Ukraine et qui pourrait en perdre jusqu'à 1200 par jour. Poutine a également quadruplé les paiements contractuels aux soldats qu'il tente de recruter pour son armée à partir d'août 2024, ce qui signifie que son opération militaire spéciale coûte de plus en plus cher à l'économie russe chaque mois. Poutine ne cesse de dépenser de l'argent pour maintenir le conflit en activité tout en essayant d'empêcher un cycle de mobilisation qui semble imminent car les fonds finiront par être épuisés, ce qui rendrait le régime non viable. En surface, la Russie ne manque peut-être pas de soldats à envoyer au front, mais elle manque depuis longtemps de soldats qui veulent vraiment y être, de sorte que ceux qui vont au front sont mal préparés et bien plus susceptibles de faire défection que leurs prédécesseurs. Pour le dire simplement, la Russie est à court de main-d'œuvre. Et cela nous amène merveilleusement à la catastrophe économique nationale à venir. Une grande partie de cet effondrement est causée par le fait que la Russie manque rapidement de la main-d'œuvre dont elle a besoin pour maintenir son industrie militaire et, plus importante encore, pour remettre la nation sur une base économique stable après la fin du conflit. Cela a été mis en lumière dans un reportage d'Euronews datant d'août 2024 qui affirmait que l'économie russe dans son ensemble se trouvait dans une situation dangereuse car elle tentait de trouver un équilibre entre ses besoins en main-d'œuvre et le personnel militaire dont Poutine avait besoin pour son hachoir à viande. L'article se concentre sur l'emploi des soldats sous contrat et souligne l'impact économique immédiat de la décision de Poutine d'indemniser les familles des soldats tués. Entre juin 2023 et juin 2024, la Russie a dépensé à elle seule 33,3 milliards de dollars en paiement, soit 1,5% de son PIB selon Euronews. L'économie du pays est clairement sous tension si l'on considère l'augmentation de la somme forfaitaire accordée aux soldats sous contrat pour leur participation à la guerre, qui s'élève désormais à près de 17 700 $, sans compter la solde régulière versée par la suite. Mais les conséquences à long terme et le manque de personnel que cela entraînera pour la Russie sont encore bien plus inquiétants. Ivan Klisic, chercheur associé au Centre international de défense et de sécurité de Tallinn, constate que l'armée russe est désormais en concurrence directe avec les autres secteurs du pays pour attirer les talents. Cela place la Russie dans une situation difficile. Les intérêts de l'État sont contradictoires. Mark Kulkep, professeur à l'University College de Londres, résume le problème en disant que l'armée russe doit entrer en concurrence avec des employeurs russes dans des secteurs d'importance stratégique. Il affirme qu'en plus de la concurrence salariale, cela pose des problèmes quant à savoir si les intérêts du gouvernement doivent prévaloir. La Russie est confrontée à la possibilité de goulot d'étranglement dans son économie civile en raison de ses problèmes de main-d'œuvre. Afin de paraître plus attractif qu'un emploi dans l'armée, le secteur civil est également poussé à augmenter les salaires. Cela conduira finalement le pays à dépenser plus d'argent, étant donné qu'une grande partie de ce secteur est liée au gouvernement russe. L'inflation sera également alimentée par cette augmentation rapide des revenus, ce qui portera le coût de la vie en Russie à un niveau jamais atteint et nécessitera peut-être des hausses de taux d'intérêt qui empêcheront les citoyens moyens d'emprunter de l'argent. Cela ressemble à une série de dominos sur le point de tomber. Poutine sait exactement de quoi il s'agit. La Russie manque actuellement de près de 4,8 millions de travailleurs et cette pénurie ne fera qu'empirer car de plus en plus d'hommes sont attirés dans l'armée par la perspective d'une rémunération contractuelle élevée, comme le montrent des nouvelles publiées en décembre 2023. Poutine a dû admettre ce problème croissant jusqu'en juin 2024, mais il a tenté de manipuler les données en affirmant que la pénurie n'avait rien à voir avec sa guerre, mais qu'elle était plutôt la conséquence du taux de chômage record en Russie. Dans un discours publié sur le site web du Kremlin, Poutine a reconnu que la pénurie de main-d'œuvre limitait la croissance économique, mais a également proposé une solution, le recrutement de travailleurs étrangers qualifiés. La Corée du Nord, avec laquelle la Russie a conclu un accord de coopération en matière de défense à l'été 2024, semble jouer un rôle important dans cette solution. Selon un certain nombre de publications, dont The Diplomat et Daily NK, la Corée du Nord envoie de plus en plus de travailleurs en Russie pour combler la pénurie de main-d'œuvre dans ce pays. Selon le Daily NK, rien qu'en janvier 2024, 50 Nord-Coréens ont été envoyés par avion dans la région ukrainienne du Donbass. Et d'autres ont été envoyés chaque mois à Vladivostok. Selon le Daily NK, le comité central a ordonné au Parti des travailleurs nord-coréens de donner la priorité absolue au recrutement de travailleurs étrangers. Cette stratégie a un problème
problème, le même problème que celui que nous observons avec la dépendance croissante de la Russie vis-à-vis de la Corée du Nord en matière d'obus d'artillerie et d'autres équipements militaires. Poutine puise de plus en plus profondément dans les caisses de la Corée du Nord. Le fait que le président russe demande constamment des faveurs indique qu'il devra un jour les rembourser, mais Poutine en est peut-être conscient, c'est pourquoi son ministre de la Santé pousse les Russes à avoir plus d'activités sexuelles pendant les pauses de travail afin de s'attaquer à la baisse du taux de natalité et à la pénurie de main-d'œuvre du pays. Poutine invite pratiquement son peuple à se reproduire lorsque le manque de main-d'œuvre est le problème. Poutine affirme également qu'il a l'intention d'encourager les Russes qui ont atteint l'âge de la retraite à continuer à travailler. En d'autres termes, cessez de prendre votre retraite et combler les lacunes laissées par l'échec de ma guerre. En raison de ces problèmes de main-d'œuvre, la Russie s'approche d'une catastrophe économique. Compte tenu du fait que l'économie russe est en pleine croissance, cela peut sembler une affirmation étrange. Selon le Fonds monétaire international, le secteur industriel militariste du pays, qui a été développé pour soutenir le conflit, devrait assurer une croissance économique de 3,2% d'ici fin 2024. Ces chiffres apparemment optimistes masquent toutefois le fait qu'une part importante de l'économie russe dépend du maintien du conflit et que peu de choses sont faites pour garantir que cette croissance ou même cette stabilité se poursuive à long terme. En ce qui concerne l'avenir, l'opération militaire unique de Poutine a également causé des problèmes considérables pour le secteur pétrolier du pays, qui est l'un des principaux moteurs économiques du pays. Selon le Congrès mondial ukrainien UWR, environ 90% des importations de pétrole russe transitent par la mer Baltique et la mer Noire. La Russie n'ayant accès à aucune de ces eaux, cela pourrait représenter un défi pour Poutine. La Turquie contrôle efficacement la mer Noire et a déjà empêché la Russie de renforcer sa flotte là-bas avec de nouveaux navires, l'Ukraine ayant réussi à détruire environ un tiers de ses forces. Le Danemark est responsable des points de passage vers la mer Baltique. Selon l'économiste Yuri Gorodnichenko, la Russie sera rapidement éliminée si un pays a la volonté politique de l'empêcher d'exporter son pétrole via la mer Baltique et la mer Noire. La Turquie et le Danemark sont membres de l'OTAN, ce n'est pas faux. Au cours du premier semestre 2022, la Russie a vendu chaque jour pour plus d'1 milliard de dollars de charbon, de gaz naturel liquéfié et de pétrole. Depuis, les ventes ont diminué en raison des sanctions occidentales, ce qui a conduit de nombreux soutiens de l'Ukraine soit à refuser d'acheter au pays, soit à ne l'acheter qu'à un coût drastiquement réduit. En août 2024, les ventes quotidiennes en Russie se sont élevées à 706,9 millions de dollars, ce qui représente également une baisse de 8% par rapport au mois précédent. La perte de 300 millions de dollars US par jour aura un impact sur chaque pays. Cela correspond à un déficit de 109,5 milliards de dollars de vente de pétrole pour la Russie, ce qui représente des milliards de liquidités qui ne peuvent plus être utilisées pour soutenir l'économie chancelante ou pour financer l'effort militaire. Le problème de Poutine est que les ventes de pétrole de la Russie sont utilisées pour financer sa machine militaire. Selon la CEPA, la Russie devrait dépenser 6% de son PIB pour son armée rien qu'en 2024 si des fonds publics sont alloués à d'autres dépenses liées à la guerre, comme des projets de construction sur le territoire ukrainien contrôlé par la Russie. La Russie aura dépensé 401 milliards de dollars pour le conflit en 2024. Le fait qu'elle ait dépensé 26,2% de plus qu'en 2023 montre à quel point le conflit est devenu important pour l'économie russe. Non seulement Poutine doit augmenter les impôts et voir son pays s'effondrer sous le poids d'une inflation de 8% et d'un taux d'intérêt de base de 16%, mais il doit également poursuivre la guerre afin d'obtenir un retour sur les énormes sommes d'argent qu'il investit dans la production d'armes. En outre, ces ventes d'énergie sont essentielles pour maintenir la liquidité du Fonds national de la fortune, FNF, russe. Il existe un autre problème économique causé par le conflit de Poutine. Depuis février 2022, le FNW a diminué de près de 58 milliards de dollars, de sorte qu'il ne reste plus que 55 milliards de dollars disponibles. Poutine utilise de plus en plus ce fonds pour financer les gros contrats qu'il passe avec les soldats, mais il diminue rapidement. Si vous combinez cela avec la baisse des ventes sur le marché de l'énergie, vous avez la recette pour une forte chute de l'économie d'une nation qui dépend fortement du gaz et du pétrole une fois la guerre terminée. Même pendant la guerre, une telle détérioration pourrait se produire, les sanctions ne feront qu'empirer et la Russie épuisera complètement la FNO si elle dure encore 2 ans. En termes simples, la Russie est sur le point de connaître une crise économique comparable à sa crise militaire. Elle dépense trop d'argent pour la guerre mais ne gagne pas assez pour la payer et doit faire face à une pénurie de main-d'œuvre si importante que Poutine doit formellement demander aux Russes d'avoir plus d'enfants. Ces graves difficultés économiques et militaires sont une justification suffisante pour justifier la menace d'effondrement de la Russie, mais elles signifient quelque chose de bien plus dangereux pour Poutine. La détérioration continue de sa base de soutien politique interne. Comme de nombreux chefs d'État et de gouvernement russes avant lui, Poutine maintient sa position d'autorité en se présentant comme le détenteur du pouvoir politique du pays. Il est un leader capable d'élever la puissance de la Russie au-delà de toute mesure antérieure.
D'un point de vue politique, cette image est si importante pour Poutine que même la moindre apparence de perte sape les fondements de son autorité. La Russie craint un effondrement politique si Poutine n'est pas considéré comme un homme fort, et pour l'instant, Poutine ne semble pas être fort. La Russie étant passée de l'un des pays les plus craints au monde à un pays incapable de vaincre même une nation beaucoup plus petite, son armée s'est révélée être un tigre de papier. La réputation d'homme fort de Poutine s'affaiblit à chaque fois qu'un soldat russe perd la vie au combat. Pire encore pour Poutine, une série d'incidents importants durant le conflit ont considérablement terni son image. Un avertissement est venu de l'unité militaire Wagner qui a marché avec 5000 de ses soldats en direction de Moscou. Bien que la mutinerie ait été de courte durée et que Poutine ait immédiatement destitué le capitaine de Wagner, elle a montré que Poutine n'était pas à l'abri d'une résistance. L'invasion de Koursk, qui a permis à l'Ukraine de s'emparer d'au moins 92 villages dans l'oblast russe et de contrôler 1136 km² de territoire, a été bien plus préjudiciable à Poutine. Poutine a dirigé la plus grande invasion du territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le message de Koursk au peuple russe est sans équivoque: Poutine ne peut pas vous protéger. Ce message est étayé par le fait que Poutine n'a absolument rien fait pour arrêter l'invasion qui a commencé début août, alors que de plus en plus de son pays est envahi par un adversaire qui devrait être trop faible pour lui résister. Le dirigeant politique russe assiste impuissant à la situation. Le Kremlin reflète également les insuffisances personnelles évidentes de Poutine, d'importantes lacunes politiques de la Russie qui peuvent toutes être mises en relation avec Poutine, ont été identifiées dans un article publié par l'ISW une semaine après le début de l'invasion du Koursk. Il y est affirmé que si la Russie peut s'adapter au fil du temps, l'extrême aversion de Poutine pour le risque empêche tout changement rapide. Par exemple, il a fallu des mois au chef de l'État russe pour accepter son échec initial dans la mobilisation de l'Ukraine, et Poutine ne l'a fait que partiellement en septembre 2022. La réticence de Poutine à appeler à un deuxième tour de mobilisation en 2024 montre qu'il s'est lui-même fermé la possibilité d'efforts de mobilisation futurs en ne mobilisant actuellement qu'une petite partie de la Russie. Les alliances de la Russie avec des pays comme la Chine et la Corée du Nord posent également des problèmes à long terme, mais dans ce type d'accord, il y a du donnant-donnant et chaque nation qui soutient la Russie exigera probablement plus tard une contrepartie pour ses faveurs. Étant donné que la Russie est déjà si faible et qu'elle le sera probablement encore plus avec le conflit en cours en Ukraine, il y a de fortes chances qu'elle finisse par être redevable à d'autres. Même si elle gagne le conflit, cela sera reconnu par le peuple russe. Il se retourne peu à peu, même si c'est en privé, contre lui et le système politique qu'il a mis en place en conséquence. La Russie connaît actuellement un niveau élevé d'indifférence politique, la politique étrangère affirmant que de nombreux Russes n'attendent rien de la guerre de Poutine et, plus important encore, ne semblent même pas s'intéresser à cette réalité. Selon un sondage réalisé par Chronicles en septembre 2024, de nombreux Russes veulent juste que leurs compatriotes rentrent chez eux. La confiance de la population russe dans son dirigeant est si endommagée que 49% d'entre eux soutiennent désormais un retrait complet des troupes et des négociations de paix avec l'Ukraine. Cela suggère que l'invasion du Koursk a endommagé la confiance des Russes en Poutine en tant qu'homme capable de les défendre, et c'est une augmentation de 9% par rapport aux 40% de Russes qui pensaient la même chose en janvier 2024. Poutine pourrait être plus endommagé par cette perte de confiance de l'opinion publique que par toute autre chose. Il a déjà dirigé un conflit qui a épuisé les ressources militaires de la Russie et fait des centaines de milliers de victimes. Poutine a dépensé des sommes considérables prélevées sur les réserves nationales de la Russie, a permis à l'industrie pétrolière du pays de perdre des centaines de milliards de dollars par an et a permis à la Russie de perdre sa position parmi les premiers producteurs d'armes au monde. En raison de la grave pénurie de main-d'œuvre en Russie, Poutine laisse volontairement le pays à des nations étrangères pour résoudre le problème de sa population. Ce faisant, Poutine a permis la plus grande invasion de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, montrant que lui-même, ses soutiens politiques et l'armée qu'il a longtemps utilisée pour intimider le reste du monde sont bien plus faibles que ce que l'on aurait pu imaginer. L'effondrement politique, économique et militaire de la Russie est imminent. La question est désormais de savoir si Poutine et ses alliés seront touchés par un tel effondrement. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion dans la zone de commentaires.